Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Je suis bien contente de venir vous en parler aujourd'hui. Je vais parler du cerveau, du sommeil et puis je suis contente de l'invitation. Je connaissais pas l'organisme là, venant du Québec, mais je suis contente de voir qu'il y a des gens qui sont soucieux d'avoir de l'information de qualité en français dans des régions où on est minoritaire. Là. Je pense que ça contribue à maintenir la langue en vie. Donc, je vous remercie aussi pour ça. Donc, je vais commencer un petit peu à parler du cerveau. S'il y en a qui ont l'option de chat, je ne sais pas si elle est présente ou si vous la voyez, oui, discussion. Donc, s'il y en a qui veulent, n'hésitez pas. Des fois, je vais avoir des petites questions. Si vous voulez répondre là-dedans, je vais les regarder en cours de route. Et sinon, ben, c'est ça, on va y aller avec le sommeil. Ah oui, je ne me suis pas présentée, pardon. Donc, moi, c'est Karen Debache, je suis neuropsychologue. J'ai étudié en sommeil, donc j'ai fait un doctorat en neuropsychologie à l'Université de Montréal pour comprendre comment le sommeil influençait la mémoire. J'étais très intéressée avec l'anatomie du cerveau aussi, donc de quels changements physiologiques prennent place et de quelle façon le sommeil aide à la performance et à la mémorisation. Donc, c'est ce que j'ai étudié. J'ai terminé en 2013 et ensuite, j'ai travaillé plutôt en clinique. Donc, je me suis dirigée toujours chez une clientèle adulte pour parfois des troubles d'apprentissage, mais plus récemment en gériatrie. Donc, en fait, récemment, depuis 7 ans maintenant, je travaille avec les personnes âgées, des évaluations cognitives, et puis c'est mon travail quotidien dans le réseau public au Québec. Donc, c'est ce que je fais. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Puis, sinon, ben, naturellement, il y a comme Éléonore disait, l'abécédaire sur le site là, santécognitive.com. J'ai l'impression qu'il y a déjà beaucoup d'informations. Vous voyez bien mon écran? Oui, parfait. Oui. Alors, les objectifs pour aujourd'hui, donc, on va parler de sommeil, mais c'est plus précisément, je voulais m'assurer que vous ayez une meilleure connaissance des changements associés au sommeil quand on avance dans l'âge, notamment parce que je pense que ça peut aider à ajuster nos attentes par rapport à notre sommeil. Tu sais, est-ce qu'il est correct, il n'est pas correct, on se pose des questions. Donc, j'aimerais ça que vous soyez capable de répondre à vos questions suite à la conférence. Et l'autre chose que j'aimerais pouvoir vous communiquer, c'est que en comprenant aussi comment les changements surviennent, c'est-à-dire physiquement, physiologiquement, de quelle façon est-ce que le sommeil change et de quelle façon est-ce que notre comportement peut influencer le sommeil. Une fois qu'on comprend ça, ben, on est un peu plus en mesure de prendre des décisions éclairées par rapport à nos comportements. Donc, à savoir, est-ce que j'adopte ou pas certaines habitudes de vie, par exemple. Et finalement, on va regarder un petit peu s'il y a des façons de faciliter un peu la mise en action, si jamais on veut changer nos habitudes. Donc, notre besoin de sommeil, est-ce qu'il diminue beaucoup en vieillissant? C'est comme un vrai ou faux, selon vous. Non, Non? non. Ben, j'en ai une réponse et puis je vais la prendre parce qu'elle est bonne. Donc, effectivement, il y a des changements qui surviennent, on va les voir, mais le besoin de sommeil ne diminue pas ou ne change pas nécessairement. Donc, on reste toujours avec le besoin de entre 7 et 9 heures là, par période de 24 heures. Donc, c'est les mêmes genres de besoins qu'on a en vieillissant. Donc, quels changements surviennent avec l'âge? Vous en vivez sûrement et dans différentes périodes de notre vie, on va en vivre des changements. Donc, il y en a associés à l'âge, mais il y en a associés à toutes sortes d'autres périodes de la vie. Avec l'âge, ce qui est rapporté dans la littérature, puisque vous avez sûrement partagé là au cours des dernières semaines, c'est de se coucher plus tôt et de se réveiller plus tôt. Donc, il y a comme un décalage là, qui prend place où ça se peut que la personne sente la fatigue plus tôt dans la journée, mais elle va aussi se réveiller un peu plus tôt le lendemain matin. Il y a des difficultés à s'endormir, des réveils qui sont plus fréquents, une fatigue donc diurne. S'il y a plus de réveils pendant la nuit, ça se peut qu'on se sente un peu plus fatigué durant la journée. Et parallèlement, ben, il y a des changements qui prennent place aussi dans la structure du sommeil, donc il est différent. Et il y a aussi une baisse de la quantité et de la qualité du sommeil. Donc ça, c'est des choses qui sont démontrées globalement là, quand on avance dans l'âge. Ça va? N'hésitez pas si
il y a des questions. Moi, dans le fond, depuis que j'ai fait ma présentation, je suis plus sûre de voir le chat. Alors avisez-moi, je vois des gens, donc si jamais il y a des mains levées, je peux l'interpeller, mais je ne vois plus le contenu de la discussion. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails physiologiques pointus, vous inquiétez pas. Par contre, je pense que c'est important de comprendre au moins la base, puis il y en a plusieurs qui sont probablement un peu familiers avec ça. Je pense qu'il faut que je mette ma souris ici. Voyez-vous ma souris que je déplace? Oui, parfait. Alors, ici, sur l'axe des Y, il y a les différents stades de sommeil. OK? Donc, on a en haut, là, c'est l'éveil. Donc, les ondes bougent beaucoup. On est en éveil. Et plus on descend dans l'axe, eh bien, les ondes changent. On a le sommeil paradoxal, qu'on appelle aussi le sommeil REM, hein, en anglais, le Rapid Eye Movement. Et même en français, on dit souvent le REM et le non-REM, là, donc ça se peut que j'alterne entre les deux. Sommeil paradoxal, le sommeil lent léger, qui est le non-REM, et le sommeil lent profond, qui est aussi un autre stade du non-REM. Donc, en gros, il y a, puis je vais le mettre ici avec les acronymes, là, le sommeil paradoxal, qui est le sommeil REM, dans lequel on rêve d'ailleurs, et il y a le sommeil lent, souvent qu'on dit lent profond, qu'on appelle aussi le non-REM. Et puis, sur l'autre axe, ce que vous avez, c'est tout simplement les différents cycles de sommeil, en fait, les différents cycles de phases de sommeil qui surviennent au courant de la nuit. Donc, on a ces cycles-là qui se répètent. Maintenant, je vous ai nommé tout à l'heure des petits changements qui survenaient avec l'âge et qui étaient reconnus dans la littérature. De quelle façon on peut le voir? Bien, si on reprend un graphique sensiblement similaire à ce qu'on avait tout à l'heure, mais spécifique aux jeunes, on a encore sur l'axe des Y en haut l'éveil et les lignes plus basses représentent les phases de sommeil plus lentes, donc le sommeil lent profond. Oui, voilà ici. Donc, entre l'éveil et le non-REM, on a le sommeil REM et on voit ici donc les périodes de non-REM qui alternent. Ça s'en tourne au sommeil paradoxal et on redescend en sommeil profond. Donc, on a ces cycles-là au courant de la nuit et en noir en bas, parce que sur l'axe des X, c'est le temps qui passe pendant la nuit, on voit en noir les blocs de sommeil paradoxal. Donc, ça nous donne une petite idée du décours temporel de la nuit. Puis, ce qu'on peut remarquer, même si c'est peut-être subtil, c'est qu'au début de la nuit, il y a un peu plus de sommeil lent, alors que vers la fin de la nuit, il y a plus de sommeil paradoxal. OK? Maintenant, si je vous montre de quoi ça peut avoir l'air chez la personne âgée. Donc, ici, ils prennent un adulte de 65 ans. Je ne sais pas si vous remarquez, tu sais, d'emblée, ce qui frappe, en tout cas moi, c'est le nombre de petites lignes qui montent vers le haut. Donc, c'est quoi les petites lignes? Ce sont les nombres d'éveil. Parce que vous voyez, ça va au-dessus du stade de sommeil paradoxal, là. Donc, au courant de la nuit, il y a beaucoup plus d'éveil chez l'adulte de 64 ans et plus. Et l'autre chose aussi qu'on sait, c'est que ça paraît pas nécessairement beaucoup sur le graphique, mais on peut le voir un peu, c'est qu'il y a moins de sommeil lent. Donc, la quantité de non-REM, si vous voyez le nombre de lignes qui sont en bas, il y en a moins ici que chez le jeune. Donc, ce qui est quantifié, notamment, donc tantôt quand je vous disais on se réveille plus la nuit, ben en fait, c'est ça ici qu'on voit. La personne âgée se réveille, il y a effectivement plus de réveils qui surviennent pendant la nuit et il y a aussi moins de quantité de sommeil lent. Donc, la personne âgée a moins de sommeil non REM que le jeune. Vous me suivez? Donc, les changements vrais ou faux? Les changements dans la structure du sommeil qui prennent place en vieillissant surviennent même si vous êtes en santé. Donc, les changements que je viens de vous décrire, c'est-à-dire qu'il y a plus de réveil, il y a moins de sommeil lent. Ceux qui sont plus qualitatifs, c'est qu'il peut y avoir un peu plus de temps avant de s'endormir. Selon vous, est-ce qu'il y en a qui veulent se lancer? Là, je ne sais Vrai, pas si je le vois. Oui, c'est vrai. c'est vrai? Oui, c'est bien. Effectivement, ce sont des changements qui sont attendus, OK, avec le vieillissement. Donc, ils surviennent même si on est en santé. Donc, c'est là aussi où, quand je parlais dans les objectifs d'ajuster ses attentes, si on comprend bien c'est quoi qui est attendu, ben après ça, la réaction qu'on va avoir, elle va être au moins proportionnelle ou,
c'est ça, un peu, moi, je veux pas que ça génère de stress, là, s'il y a des petits changements qui surviennent dans votre sommeil. On verra par contre que s'il y a des répercussions sur votre fonctionnement, c'est autre chose. Maintenant, si on parle de l'impact du sommeil, qu'est-ce qu'un bon sommeil? Alors, pour être honnête, j'avais commencé ma présentation. En fait, ma présentation était terminée et ce matin, quand je révise, je voulais vérifier des petites choses par rapport à notre perception du sommeil, quand nous, on a un bon sommeil. Et puis là, je suis tombée sur une étude qui a tout remis en question. Notamment, ça disait even if the term sleep quality is commonly used in sleep medicine, there is still a lack of an established definition for the term. Fait que là, j'essaie de parler de qualité de sommeil, puis en fait, ben, même si on en parle souvent de qualité de sommeil, même dans les études, on parle de ça, ben, en fait, il n'y a pas de définition sur qu'est-ce qui est un bon sommeil. Et le problème, pourquoi je suis arrivée là-dessus, c'est que en fait, nous ne sommes pas des bons juges sur, notre perception de est-ce que j'ai bien dormi ou je n'ai pas bien dormi. Alors là, c'est sûr que si nous, on n'est pas un bon juge et que ce que nous, on juge n'est pas la même chose que ce que le chercheur va juger quand il nous mesure là, l'activité cérébrale pendant la nuit, là, je me dis: «OK, ben, c'est quoi qui définit le bon sommeil?» Alors c'est pas si évident. Mais quand je vous dis qu'on n'est pas des bons juges, c'est quand, par exemple, ils prennent, 80 personnes âgées qui ont dormi, ils mesurent leur sommeil et ils leur demandent aussi de rapporter eux-mêmes qu'est-ce qu'ils pensent de leur sommeil. Et il y a 50% qui vont sous-estimer la qualité de leur sommeil. Donc, ça veut dire que c'est quand même beaucoup. C'est 80 personnes, OK? C'est pas des milliers non plus, mais quand même. 50% vont sous-estimer la qualité de leur sommeil, c'est-à-dire que selon ce que le chercheur, lui, a mesuré, il trouve que le sommeil est bon, alors que la personne, elle va avoir la sensation que son sommeil n'était pas bon. Et à l'opposé, il y a 30% qui vont surestimer la qualité de leur sommeil. Donc, il y a un 30% qui, eux, trouvent qu'ils ont bien dormi, mais le chercheur, lui, peut-être qu'il juge que la qualité de son sommeil n'est pas si bonne que ça. Donc, c'est là où je me suis un peu posé la question. Alors, on va garder en tête qu'il y a des nuances, mais vous allez voir, il y a quand même des principes de base, je pense, qu'on peut retirer. Euh, Ce que je trouve dans les différentes études là, qui peut quand même être associé au bon sommeil, c'est quand on a la sensation que ça a été réparateur. OK? Donc, on a la sensation d'être reposé. Après ça, est-ce que ça vient tout de suite quand on se réveille versus, après notre premier café, là? Tu sais, j'irai pas jusque cette nuance-là, mais, la sensation d'être reposé, c'est aussi, après ça, pendant la journée, est-ce qu'on se sent attentif? Est-ce qu'on sent que notre temps de réaction est quand même, adéquat? Donc ça, c'est les choses sur lesquelles le sommeil peut avoir un impact. Le temps de réaction, se sentir plus alerte, et aussi avoir une meilleure mémoire. Donc, on a besoin de moins de répétition d'informations pour bien, comprendre les choses. Donc, quand on a un bon sommeil, c'est le genre de choses qui peuvent être améliorées ou qui peuvent c'est les facteurs sur lesquels le sommeil a une influence, OK? Donc, quand on a un bon sommeil, on va se sentir plus reposé, plus attentif et cetera. À l'opposé, bon, un moins bon sommeil peut causer le contraire, c'est-à-dire que, hem, quand on a justement une qualité de sommeil qui est diminuée ou si on trouve qu'on a eu une mauvaise nuit, en fait, ce que l'étude précédente là, le fait qu'on a un mauvais jugement, mais ce à quoi ça me fait réfléchir, c'est le fait que ça se peut qu'on juge qu'on a eu une mauvaise nuit de sommeil, mais pendant la journée, comment on se sent? Donc, est-ce qu'on se sent reposé ou pas? Mais, c'est sûr que si pendant la journée, on sent qu'on n'est pas reposé, on sent que notre attention est diminuée, qu'on est plus ralenti, puis que ça nous prend plus de temps à faire les choses, qu'on est moins alerte, puis que coudon, je perds le fil facilement, ben là, il y a peut-être un impact du sommeil. Parce que c'est aussi démontré là, dans la littérature que si il y a quand même des corrélations ou même des effets causatifs que si la qualité du sommeil est moindre, il va y avoir une répercussion sur ces aspects cognitifs-là. Une petite mise en garde, par contre, c'est pas non plus parce que vous êtes moins attentif ou parce que votre mémoire est moins bonne que c'est nécessairement la cause du sommeil. OK? Donc, il y a plein de facteurs possibles qui peuvent influencer notre cognition, hein, c'est-à-dire toutes
notre habileté à réfléchir. Puis j'ai mis des fleurs pour me faire penser au fait que si j'ai pas de fleurs dans mon jardin, ben, en fait, si je fais l'analogie, le sommeil étant le soleil, vu que ça se ressemble beaucoup. Donc, les fleurs ont besoin de soleil, mais moi, si j'ai pas de fleurs dans mon jardin et que mon jardin est très ensoleillé, ben ça marche pas. Donc, c'est pas seulement le soleil qui contribue au fait que j'ai des fleurs. Tu sais, ça se peut que je suis juste pas assidue puis je les arrose pas. Ça se peut que moi, c'est plus de l'argile sur mon terrain. Il y a pas vraiment de bonne terre. Donc, il y a plein de choses qui peuvent faire en sorte que j'ai pas de fleurs. Et ma mémoire, ma concentration, mon temps de réaction, le sommeil, c'est très important, c'est sûr, mais il y a d'autres choses aussi qui peuvent faire en sorte que ma cognition va être altérée. Donc, un moins bon sommeil peut causer des problèmes cognitifs, mais ce n'est pas nécessairement parce qu'on a des problèmes cognitifs que ça veut dire que j'ai un mauvais sommeil. C'était juste ça la petite nuance. Alors, dans le contexte des changements de notre structure du sommeil en vieillissant, parce que là, on a compris qu'il y avait des changements physiologiques qui prenaient place, des répercussions sur notre fonctionnement sont inévitables. Parce que c'est quand même des changements physiologiques. Donc, est-ce que ça va se répercuter sur notre fonctionnement, selon vous? Un hochement de tête? Oui, non? Oui. Euh, Alors, il va y avoir, excusez-moi, Céline, vous avez dit oui, c'est ça? oui, oui, ça va de soi pour moi. Ça va de soi. Oui, Alors, ça va de soi, il va y avoir des changements sur notre fonctionnement. Et étant donné qu'on est à l'oral, c'est plus facile parce que là, je comprends que vous dites ça va de soi, il y a des changements de fonctionnement. Là où moi, j'ai quand même pensé que c'était faux, c'est l'aspect inévitable. Est-ce qu'ils sont inévitables? Ben, en fait, pas nécessairement parce qu'il y a quand même des choses qu'on peut faire pour changer la donne. Tu sais, c'est-à-dire que on a quand même un peu de contrôle. L'adolescent qui, lui, sa phase de sommeil change. Hein, donc, biologiquement, lui, il a besoin de se coucher plus tard et de se lever plus tard. OK? Donc, il reste réveillé plus tard pendant la soirée. S'il se lève encore à 7 heures le matin, ben, il va vivre des répercussions là, de ce changement-là. Mais s'il change son environnement puis il se permet de, je sais pas, par le type de travail qu'il va faire, de dormir un peu plus tard le matin, ben, ça va l'aider au niveau de son sommeil. Donc, chez la personne âgée, il y a des changements qui prennent place. Et c'est sûr que si on fait rien, ça se peut que ça ait des répercussions sur notre fonctionnement. Mais si on change certaines habitudes ou notre environnement, notre organisation du travail, ben, on peut diminuer les répercussions de ces changements-là. Et de quelle façon est-ce qu'on peut le changer? Qu'est-ce qui change en fait? Et à quel point ça change? Est-ce que ça vaut la peine de se forcer pour changer, notamment? Hem, alors le sommeil, c'est un facteur protecteur. Comme je vous disais tout à l'heure, il y avait différents aspects, le sommeil REM et non REM. Donc ça, c'est les ondes, à quoi ça ressemble quand on met des électrodes pendant la nuit puis qu'on mesure, ce qui prend place. Et on sait que le sommeil lent est associé, donc la présence de sommeil lent, la quantité de sommeil lent est associée à la consolidation en mémoire, c'est-à-dire notre capacité à bien enregistrer les informations qu'on vit pendant la journée. Le sommeil lent est aussi associé à une meilleure attention, une meilleure humeur et parfois aussi il y a des études au niveau de la pression artérielle, que ça peut être associé à une meilleure gestion de la pression artérielle. Au niveau de l'équilibre aussi, il y a moins de risques de chute chez les gens qui ont plus de sommeil non REM que ceux qui en ont, moins. Et au-delà du sommeil non, tu sais, je parlais de la quantité de sommeil non REM, mais tu sais, il y a plein de caractéristiques possibles qu'on peut prendre, dont la présence de fuseaux. Ce sont comme ces petits, bursts là, les genres de grands, signaux électriques. Donc ça aussi, les fuseaux, plus il y en a dans le sommeil non REM, plus ça peut être associé à des meilleures performances en mémoire, par exemple. Le genre de choses qu'on pouvait voir dans l'étude d'apprentissage que j'ai utilisé pendant ma thèse. Et le sommeil REM, quant à lui, un peu moins étudié, ou en tout cas pour d'autres, raisons, mais il y a quand même des suggestions là, comme quoi c'est associé à la mémorisation et à la régulation, émotionnelle. Donc au niveau de l'humeur, la santé psychologique. Donc, dans le contexte où le sommeil non REM et REM ont des fonctions au niveau de notre santé psychologique et de notre santé cognitive, ben c'est sûr que si on a un comportement où on est capable de modifier
la quantité de ces phénomènes-là, ben, ça va avoir une influence positive sur nous. Par exemple, l'exercice physique, ben, ça a été démontré comme pouvant augmenter la quantité de sommeil lent. Comment est-ce qu'ils font pour le savoir? Ben, ils prennent une personne, ils la font dormir au laboratoire. Elle passe une journée normale, on la fait dormir au labo, on lui met des électrodes sur la tête et on mesure sa quantité de toutes les caractéristiques de sommeil. On prend la même personne, on lui fait faire des exercices et elle passe à nouveau une nuit au laboratoire et on peut mesurer que ben, la nuit qui suit la période d'exercice, puis on parle d'une seule période, eh bien, elle contenait plus de sommeil non REM. Puis naturellement, ils vont contrebalancer, hein. Donc, parfois, ça va être la première nuit après laquelle ils ont fait des exercices, la première journée, et la deuxième journée, ils ne font pas d'exercice. Et le même phénomène se produit. Donc, euh, de faire l'exercice physique permet d'augmenter la quantité de sommeil non REM. Et ben, si on en a plus, ben, ça peut avoir donc l'impact positif sur la cognition. Ça, c'est après une nuit, mais naturellement, ça a été reproduit plusieurs fois. Et quand on prend des groupes où il y a des exercices physiques qui sont faits en plus de façon régulière, donc sur des plus longues périodes de temps, ben, on voit que les personnes âgées qui font un exercice régulier versus les personnes âgées qui ne font pas d'exercice régulier, ceux qui font de l'exercice ont plus de temps endormi durant la nuit, ils s'endorment plus rapidement et ils ont une sensation d'être plus reposés au réveil. Donc ça, ce sont les bénéfices, par exemple, pour l'exercice physique et c'est une façon qui pourrait permettre de modifier un peu les changements qui surviennent avec le vieillissement dans le sommeil. Parallèlement, parce que j'ai parlé de quantité de REM et non REM, là, mais il y a autre chose aussi que la nuit fait, puis ça, c'est quand même un peu plus récent dans la littérature. C'est un peu, c'est comme à un autre niveau. Au lieu de parler du niveau électrique, on parle du niveau un peu plus biochimique. Lorsqu'il y a une détérioration de la qualité ou de la structure du sommeil, bon, ben, ce que ça fait, c'est qu'il y a plus de périodes d'éveil et à l'opposé, ben, ça veut dire qu'il y a moins de sommeil, il y a moins de non-REM et il y a moins de phénomènes de fuseau qui prennent place pendant le non-REM. Conséquemment, ce que ça fait, c'est que ça augmente la production de certains métabolites qu'on appelle les bêta-amyloïdes. Je ne sais pas si certains en ont entendu parler, si vous êtes dans des conférences comme aujourd'hui sur le sommeil, pas tout le monde. Les bêta-amyloïdes, ce sont des métabolites, c'est comme un petit déchet toxique, mais qui prend place chez tout le monde. Il est produit pendant la journée, mais ce qu'on comprend maintenant, c'est que le sommeil permet un nettoyage de ces petits déchets métaboliques-là. Donc, lorsqu'on ah, oui, c'est ça. Je pensais que je m'étais trompée dans mon sens de flèche, pardon. Donc, lorsqu'il y a une diminution du sommeil, étant donné que le sommeil joue un rôle pour nettoyer ces métabolites, ben, ça diminue notre habileté à nettoyer les bêta-amyloïdes. OK? Euh, L'autre chose qu'on sait lorsqu'il y a moins de sommeil, moins de non-REM, moins de fuseau, c'est qu'il y a une augmentation de la propagation d'agrégats de la protéine Tau, qui est un autre type de déchets métaboliques. C'est un type de protéine qu'on accumule pendant la journée, mais qu'on nettoie pendant la nuit. Donc, c'est ce nettoyage-là qui prend place et qui est plus récent. En tout cas, pour moi, c'est plus récent, là, ce genre de connaissances-là. Et ce qu'on sait, c'est que ces deux types de déchets métaboliques-là sont associés à la présence d'une maladie d'Alzheimer, donc à la cognition. C'est ça. Donc, si on prend les deux ensemble, là, le fait qu'il y ait plus de production de bêta-amyloïdes, moins de nettoyage parce qu'il y a plus de périodes d'éveil, moins de sommeil, ça augmente le fardeau, donc la quantité de bêta-amyloïdes. Il y a une augmentation des protéines tau. Bien, c'est sûr que c'est des, des, des aspects qui nous mettent à risque par rapport au développement de la maladie d'Alzheimer. Après, je ne veux pas vous faire peur parce que un mauvais sommeil, c'est pas non plus une condamnation, OK? C'est une caractéristique parmi beaucoup d'autres, comme je disais tantôt, qui influence la cognition. Puis je veux que vous sachiez quand même que
pour le même niveau de pathologie de bêta-amyloïdes et de protéines tau, ben en fait, il y en a qui vont développer des troubles cognitifs, mais il y en a d'autres qui, pour le même niveau de pathologie, n'auront pas de troubles cognitifs. Hein? Donc, quand on prend leur cerveau puis qu'on mesure à l'aide de certains types d'imagerie la quantité de déchets métaboliques, c'est pas la seule chose qui explique les troubles cognitifs parce que il y en a qui en ont, mais qui n'expriment pas, ils n'ont pas de troubles cognitifs. Et pourquoi est-ce que c'est ça? Ben, c'est parce que c'est la réserve cognitive qui va venir jouer comme un buffer. Là. La réserve cognitive, c'est votre présence aujourd'hui. Vous agissez sur votre réserve cognitive. OK? Aujourd'hui, vous êtes en ligne, vous vous êtes connecté, vous êtes en train d'apprendre, c'est de la stimulation intellectuelle. Tu sais, ça, c'est bon. Et ça contribue à vous former une réserve cognitive. Tu sais, quand on une réserve, c'est un peu les autres facteurs qu'on a, autres que le sommeil, là, mais toute la banque de différents facteurs qui peuvent contribuer à une bonne cognition, à une bonne mémoire. Bon, mais plus on en a, plus ça va nous aider à freiner l'impact d'autres facteurs comme certaines de ces pathologies et déchets métaboliques. Est-ce que ça va pour l'effet de la réserve? Oui. Donc, c'est ça. Pour une même quantité de pathologies dans le cerveau, certains vont en avoir des troubles cognitifs et d'autres non. Donc, prendre action pour améliorer son sommeil, parce qu'une fois qu'on comprend que c'est bon pour nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, je pense que vous avez vu pour la plupart d'entre vous ces recommandations-là qui ont circulé pour bien dormir. Je ne sais pas s'il y en a qui les ont essayées, certaines de ces recommandations-là. Euh, Parce que, ben, ils sont tous pertinentes, hein, puis, ce que ça a été démontré, que ce soit justement l'exercice physique, il est là, s'exposer à la lumière, se déconnecter des écrans, modérer la consommation de caféine, toutes ces recommandations-là, en fait, elles sont là parce que elles ont été démontrées comme ayant un impact significatif sur la qualité de votre sommeil. Donc, sur, par exemple, peut-être le nombre d'éveils nocturnes, peut-être sur le temps d'endormissement, peut-être sur la quantité ou la qualité du sommeil lent, c'est-à-dire la quantité, mais aussi est-ce qu'il y a plus de fuseaux ou pas. C'est ça. La quantité de fuseaux, c'est l'autre après. La quantité de fuseaux durant le sommeil lent. Donc, toutes ces recommandations-là vont avoir une influence sur ces caractéristiques du sommeil que vous avez. OK? Donc, oui, au-delà du sommeil, juste pour vous mettre en contexte, parce que j'ai été faire un tour là, sur la santé cognitive et il y a une bonne entrevue radio aussi qui parle des autres façons d'améliorer sa cognition ou en tout cas de ralentir le déclin cognitif, les différents facteurs qui peuvent rentrer en ligne de compte. Donc, il y a d'autres choses à part le sommeil sur lesquelles vous pouvez prendre action pour ça. Donc, je vous encourage à aller voir ça. Donc, prendre action pour améliorer son sommeil, des fois, on connaît les recommandations. En fait, très souvent, je pense, je ne sais pas si c'est votre cas, là, très souvent, on connaît les recommandations, mais on ne les met pas nécessairement en place. Hein? C'est comme un paradoxe. Hein? On sait pas mal ce qui est bon pour nous, mais ça ne veut pas dire qu'on le fait. Tu sais, très souvent, la réponse à nos questions, c'est ben, il faut bien manger, il faut bien dormir, il faut prendre soin de soi. Tu sais, mais comment est-ce qu'on fait vraiment? C'est pas si évident que ça de l'intégrer dans nos habitudes de vie. Et puis, ce paradoxe-là de savoir ce qui est bon pour nous, mais de ne pas le faire, il y a une psychologue, Wendy Wood, qui a exploré un petit peu comment ça se faisait. Et c'est suite à ces travaux que j'ai développé un petit guide, là, juste pour vous donner un peu une piste sur quoi faire dans les prochaines étapes. Une clé qu'elle met de l'avant pour faciliter la mise en action, c'est de créer une habitude, OK, pour faciliter l'intégration d'un changement. Euh, je vous donne un exemple. Non, je vais le donner tantôt avec Ça veut dire quoi créer une habitude? Ben, en fait, ça fait du sens, hein. Quand on a quelque chose qui est, une habitude, faire son café le matin ou bien, s'il y en a qui ont l'habitude de faire leur lit, ben, c'est pas forçant à faire votre lit. Si vous avez pas l'habitude de faire votre lit, ben, il va falloir juste réfléchir un petit peu là, puis ça va être un peu plus d'énergie de faire votre lit, OK? Donc une habitude, c'est moins forçant
que quelque chose qui n'est pas dans une routine. Et puis, pourquoi? Ben, quand il y a une habitude, là, quand on fait des choses sur une habitude, il faut savoir que ça va recruter des zones de notre cerveau qui sont différentes. OK? C'est comme une mémoire procédurale qu'on appelle, ça va chercher des noyaux qui sont dans le centre du cerveau. On appelle les noyaux gris centraux. Alors que des actions qui sont conscientes, comme admettons, moi, je fais jamais mon lit, je le fais toujours. Admettons que là, il faudrait que je le fasse, ben, il faudrait que je fasse une action consciente de faire mon lit, et puis donc que je réfléchisse juste un petit peu, là, tu sais, que je prenne la décision déjà. Est-ce que je le fais mon lit ou je le fais pas? OK? Si c'est pas une routine, il faut que je prenne une décision. Une fois que j'ai pris la décision, ben, il faut que je le fasse et tout ça. Là, c'était quelque chose de très simple, faire son lit. Mais admettons que c'est d'aller faire un jogging. Faut prendre la décision d'aller courir dehors ou d'aller prendre la marche. Après ça, bien naturellement, quand on prend la décision, on va peser le pour et le contre. Et tout ça, peser le pour et les contre, cette évaluation-là, ben, ça requiert une bonne partie de notre lobe frontal qui, lui, prend beaucoup d'énergie. Donc, si j'ai la possibilité de ne pas activer mon lobe frontal en tant qu'être humain, je vais probablement laisser faire mon lobe frontal, puis je vais y aller vers quelque chose de plus routinier et je vais dire, ben, peut-être que j'ai pas besoin d'aller courir aujourd'hui, dans le fond, parce que j'ai pas envie de mettre en place tout ce que ça prend pour aller courir, si c'est pas dans une routine, si c'est pas habituel. Et ce que Wendy Wood disait d'ailleurs, la psychologue qui parlait des habitudes euh, de vie, c'est que elle, pour s'aider à courir, ce qu'elle avait décidé de faire, c'est pour s'aider à le mettre dans une routine ou en tout cas pour diminuer la charge du lobe frontal, donc pour s'enlever le plus de choses qu'elle aurait à faire, ben, elle voulait courir à 5 heures le matin, 6 heures le matin, c'était ça qui était le mieux pour elle. Elle avait décidé de s'habiller en jogging t-shirt ou en legging t-shirt la veille. Comme ça, le lendemain matin, elle est déjà habillée pour courir. Donc, elle a plus de temps, c'est pas qu'elle a plus de choix, mais disons que ça l'a facilité sa décision. Elle est déjà habillée pour le faire, donc elle a comme enlevé une étape avant d'arriver à son objectif qui était de courir. Et donc, ce qu'elle a fait là, c'est qu'elle a diminué le nombre d'actions à mettre en place pour arriver à son objectif et elle a utilisé ce qu'on appelle un facilitateur. Euh, je vais y arriver en deuxième. En premier, pour créer une habitude, on va identifier des freins sur le chemin de l'objectif, comme savoir qu'est-ce que je vais mettre, j'ai-tu ce qu'il faut. Un autre frein, c'est aussi peut-être, ça me tente pas. Moi, ça me tente pas d'aller courir. Bon, OK. Fait que si ça me tente pas, trouver des solutions pour diminuer les obstacles. Ben, il faut trouver une solution. Si ça me tente pas d'aller courir, il faut que je réfléchisse. Est-ce que c'est parce que c'est pas le bon type d'exercice physique pour moi? Est-ce que c'est parce qu'il y a autre chose que je pourrais faire pour que ce soit plus agréable? Et puis, ça, là, de trouver une solution pour diminuer l'obstacle, là, ça faut prendre le temps d'y réfléchir. Tu sais, des fois, j'ai pas le temps d'aller courir, par exemple. Ça dépend, vous êtes peut-être à la retraite, donc c'est pas nécessairement ça, vous, votre frein. Mais moi, quand j'ai fait l'exercice pour une autre situation, juste de trouver la solution au frein, je peux discuter de ça avec mon conjoint pendant 30 minutes là, pour qu'on trouve comment est-ce qu'on va réussir à le faire. Donc, il faut prendre le temps d'y réfléchir, OK? C'est ça qui va vous aider. Il faut se creuser la tête. Vous êtes mieux de le faire avant de commencer. Une fois qu'on a trouvé des freins et qu'on a trouvé des solutions pour les freins, ben, on va identifier des facilitateurs, comme par exemple l'histoire de s'habiller avant, c'est un facilitateur. Augmenter l'agréabilité, donc, bon, ben, au lieu de courir, je vais aller marcher avec un ami, fait qu'on va pouvoir discuter ensemble. Bon, ben, ça va rendre ça plus agréable. OK? Ou alors, on va modifier l'environnement. Par exemple, euh, je sais pas moi, vous voulez pas manger de chips, vous voulez faire attention à votre alimentation, bien, mettons le sommeil. J'étais dans une présentation pour le sommeil, j'étais partie sur l'exercice physique, moi, là. Mais c'est bon pour tout l'exercice physique, fait que vraiment. Mais pour le sommeil, par exemple, j'avais l'habitude de lire sur ma tablette, j'étais tout le temps sur les réseaux sociaux, bien, je lisais sur ma tablette avant de dormir. Mais en fait, maintenant, je trouve que ça me prend plus de temps à m'endormir qu'avant. Donc, il faudrait que j'arrête de lire sur ma tablette, mais j'arrive pas à m'en empêcher.
Un facilitateur, un peu peut-être radical, mais je l'utiliserais si j'en avais besoin, ben, c'est que vous pouvez tout simplement éteindre votre Wi-Fi. À partir de 8 heures le soir, j'éteins mon Wi-Fi, c'est programmé. Donc, en fait, j'ai plus l'option. Et là, je suis dans mon lit, ma tablette ne va plus marcher. Puis là, si je veux vraiment utiliser, il faut que je me lève, que j'aille ouvrir mon routeur, que j'ouvre mon Wi-Fi, tu sais. Donc, on va essayer d'identifier qu'est-ce qui pourrait m'aider à atteindre mon objectif? Qu'est-ce qui peut m'aider à passer à l'action? Puis on va le mettre en place. Donc, le petit guide, là, ça vous aide à faire ce que je viens de vous décrire là en plusieurs étapes. OK? La première partie, euh, on va y venir au premier, c'est pourquoi, mais ensuite, c'est le plan d'action, donc trouver le facilitateur et les freins. Le pourquoi, là, ça devrait être la première étape. OK? Avant de vous lancer, c'est de vous dire qu'est-ce que vous voulez vraiment? Tu sais, est-ce que votre sommeil, pas vous nuit, mais est-ce que vous trouvez que votre sommeil nuit à votre fonctionnement? OK? Est-ce que vous trouvez que vous vous sentez moins alerte? Est-ce que ça vous dérange? Si oui, pourquoi? OK? Parce que si vous dites juste je veux améliorer mon sommeil pour être en meilleure santé, c'est comme un peu trop abstrait. C'est pas super convaincant. C'est pas nécessairement le fun d'être en santé. Tu sais, si vous voulez dire, je veux être en santé parce que je veux rester active dans mon travail. OK, ben ça, rester active dans son travail, ça, c'est un bon objectif. Être en santé, c'est pas un bon objectif. C'est-à-dire que c'est pas assez concret. Trouvez-vous un objectif concret. Donc, je veux pouvoir communiquer avec mes enfants, tu sais, même quand ils reviennent de l'école, là, à 7 heures, je veux être en forme, par exemple. Tu sais. Donc, il faut trouver un bon objectif. Qu'est-ce que vous avez à gagner? Parce que ce qu'on sait dans la littérature, c'est que de nommer explicitement le bénéfice que vous recherchez, ça va contribuer à activer votre système motivationnel. OK? Parce que si vous êtes pour adopter une nouvelle habitude de vie comme l'exercice physique, l'alimentation, une routine de sommeil, euh, ben, changer, c'est exigeant. Ça peut être exigeant. Donc, il faut savoir pourquoi on le fait. Donc, c'est ça la première partie. Sachez pourquoi vous le faites. Et ensuite, ben, c'est le plan d'action que vous pouvez mettre en place. Donc, ça, j'ai un petit peu, c'est ce dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, avec votre objectif en tête, que ce soit par exemple à favoriser une routine de sommeil. Tu sais, moi, admettons, vous vous réveillez à 5 heures le matin, vous déjeunez, puis finalement, vous allez vous recoucher. Donc là, vous réveillez à 10 heures le matin. Fait que là, finalement, vous êtes plus tant fatigué, puis là, ça a tout décalé. Donc, vous voulez mettre en place une routine de sommeil. Tu sais, c'est pas si évident parce que si vous n'avez pas d'obligation le matin, ben c'est sûr que c'est facile de se dire, ben je vais retourner me coucher. Tu sais, pourquoi est-ce que je mettrais mon réveil si j'ai pas d'obligation? Donc, il faut savoir pourquoi je mets mon réveil. Ben, je mets mon réveil parce que si je dors jusqu'à 10 heures, ben je le sais que je vais avoir de la misère la nuit d'après, puis que le lendemain, le surlendemain, je me sentirai pas bien. Mais il faut que vous nommiez, OK, c'est quoi la conséquence du fait que vous n'allez pas vous sentir bien? OK, il faut le savoir, OK, pour que vous soyez motivé à vous réveiller, même si vous n'avez pas un objectif précis ou une activité à faire dans le lit. Donc, on va réfléchir à tout ça et ce que ça va permettre, ben, ça va décharger justement le lobe frontal quand vous allez passer à l'action. Si vous avez fait votre travail là, sur le guide, d'identifier les freins, les facilitateurs et tout ça, si vous avez pensé à tout ça, vous avez mâché tout ça, ben, une fois que vous allez être prêt à passer à l'action, ben, ça va être plus facile parce que vous allez moins solliciter votre lobe frontal. Donc, je veux quand même qu'il nous reste du temps pour la discussion, puis les questions. Hem, de façon générale, là, tu sais, si on tente de modifier un comportement, c'est sûr qu'il va y avoir des essais-erreurs, des ajustements en cours de route par rapport à nos objectifs. Hem, il faut toujours garder en tête que, il y a beaucoup de facteurs, hein, qui peuvent être hors de notre contrôle, tu sais, que ce soit justement le fait qu'on avance dans l'âge, il y a des changements, sur tout notre corps, donc notre sommeil inclusivement. Il y a peut-être notre environnement, peut-être que vous avez fait un travail de nuit toute votre vie et donc, là, il y a des répercussions de ça en ce moment. Donc il y a beaucoup de choses sur lesquelles, vous avez pas de contrôle. Maintenant
avec la conférence d'aujourd'hui, vous comprenez aussi, par contre, euh, les changements qui sont normaux avec l'âge, mais également les façons dont vous pouvez agir si vous voulez modifier certains aspects de votre sommeil. OK? Après, ça ne veut pas dire que ça va tout régler, mais ça va, en tout cas, si vous prenez action puis que c'est le sommeil qui est la difficulté, ça va aider au moins dans une certaine mesure. Et donc, ça va limiter, ça va rapetisser au moins les difficultés résiduelles que vous allez vivre. Là. Et là-dedans, j'inclus dans les actions des consultations médicales. Là, donc, au-delà de ce que vous pouvez faire, vous en faites un peu par vous-même. Si jamais il reste des problématiques, il y a toujours les consultations médicales puis d'autres investigations qui sont possibles. Et ensuite, ben, il y a aussi le choix qu'on peut faire de s'adapter à notre nouvelle situation parce qu'il y a plein de défis qui peuvent survenir avec l'âge, à différents moments de la vie d'ailleurs, pas seulement avec l'âge. Donc, en conclusion, les changements qui surviennent peuvent modifier la quantité et la qualité du sommeil. Un bon sommeil, même si on ne sait pas exactement c'est quoi, on comprend que c'est réparateur, il y a du REM, il y a du non-REM, il y a des fuseaux et ça donne, quand il y en a, la sensation d'être reposé et attentif durant la journée. Donc, vous pouvez demander si vous êtes satisfait. Si vous êtes satisfait, tant mieux. Vous n'êtes peut-être pas obligé de prendre action spécifiquement pour votre sommeil si vous êtes satisfait de votre sommeil. Si vous ne l'êtes pas, ben là, vous pouvez, par contre, prendre action en mettant en place certaines recommandations. Une à la fois, c'est plus facile. Donc, vous avez le contrôle sur certains changements qui prennent place en lien avec votre sommeil. Vous pouvez modifier votre comportement et puis, n'hésitez pas à chercher de l'aide pour modifier votre comportement. Comme je vous dis, trouvez les, 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 euh, les façons de surmonter les obstacles, donc trouver une façon de surmonter vos freins. Ça se peut que vous ayez besoin d'accompagnement, tu sais, par une ergothérapeute, une travailleuse sociale, une amie, mais n'hésitez pas à aller chercher de l'aide si vous n'arrivez pas à intégrer certaines habitudes de vie. Et finalement, de consulter un professionnel si ça ne fonctionne pas. S'il y a d'autres investigations que vous voulez faire, par exemple pour différentes pathologies du sommeil, comme l'apnée du sommeil, insomnie, etc., pour accéder à des traitements, en fait, qui sont associés à ces conditions-là. Donc voilà, ça fait le tour de cette conférence dans le cadre de l'abécédaire d'un cerveau en santé.